Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du No Way Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fred Pascalin, qui a été mon entraîneur pendant plus de 15 ans. Vous en entendez souvent parler dans mes vidéos, puisque c'est également Fred qui m'a drivé dans ma qualité de coach aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir vraiment de te recevoir, sachant que Fred, c'est vraiment pas du tout, vous le verrez nulle part sur les réseaux. C'est pas vraiment son truc de faire ce genre d'exercice, mais vous allez voir, il va nous raconter plein de choses passionnantes. Fred, il est là comme Nico il y a quelques jours pour le CQP Instructeur Fitness ici à Annonay. Vous allez encore une fois comprendre pourquoi le CQP Instructeur Fitness by ABD à Annonay est vraiment un CQP ultra premium. Je sais pas si vous avez vu dans le cadre dans lequel on est, pour ceux qui ont déjà vu certaines vidéos où on a l'habitude d'intervenir ici au domaine de la Gentilhommière. C'est en Ardèche, c'est un cadre absolument incroyable, donc vous allez comprendre vraiment pourquoi. J'insiste sur le fait que c'est un CQP instructeur fitness, qui plus est, avec la qualité des intervenants. Donc Fred, encore une fois, merci. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Fred Pascalin, voilà, 60 ans, coach depuis plus de 40 ans. J'ai l'honneur d'être toujours dans mes clubs, ex-Lyon Gymnaste devenu Gymno Métropole, avec la fusion avec Chassieux Gym, une aventure humaine au rendez-vous et toujours fidèle au poste. Voilà. Je fête mes 40 ans de travail cette année. Et à tes côtés, pour partager mes connaissances et surtout mes expériences. Ouais. Des expériences riches, parce que là, tu nous parles ouais, de la partie entraîneur de gym. Ouais, mais t'as un passif aussi sur la préparation physique de l'entraînement. Ouais, j'ai un petit peu travaillé aussi sur différentes activités, notamment le rock acrobatique, sur lequel je suis intervenant plus que passionné, parce que je suis même aussi engagé au niveau d'une fédération internationale. Voilà, depuis plus de 30 ans maintenant. Un sport complètement différent du nôtre, puisque une activité beaucoup plus ouverte sur le côté artistique. Le champ, bien sûr, de l'acrobatie, de la préparation physique qui m'a avant tout séduit. Et puis le côté aussi un peu rock'n'roll que je te cache pas, il me plaît énormément. Et puis au-delà, après un sport qui est proche aussi de l'activité de la gymnastique, mais plus du côté féminin, puisque j'ai eu le plaisir de coacher l'équipe nationale américaine en natation synchronisée pendant quasiment 7 ans sur les interventions, sur les très jeunes, au 12 and Endos, jusqu'à l'équipe senior, et c'était une aventure humaine fantastique. Ok, donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que Fred, c'est avant tout un passionné de l'entraînement, c'est ce qu'il aime, c'est ce que tu aimes souvent répéter. En réalité, tu as coaché de la gym parce que tu as baigné dans la gym quand tu étais gamin. Ouais. Une culture familiale similaire à beaucoup de personnes dans le monde de la gym, donc une culture familiale tournée autour de l'activité. Mais en réalité, je pense que tu aurais pu entraîner dans n'importe quel sport. La preuve, c'est que vous avez compris, entre le rock acrobatique et la natation synchronisée, il y a quand même deux salles, deux ambiances. Et pourtant, il a été à chaque fois recruté pour ses compétences en matière de connaissances, bien entendu, sur la préparation physique et sur l'entraînement, mais aussi pour des qualités humaines riches. Pour ceux qui ont déjà côtoyé un peu Fred en compétition, beaucoup ont souvent tendance à l'appeler le Philippe Lucas, pardon, de la gymnastique. C'est un petit peu la même, ambiance. Vous aurez compris, c'est un peu la même culture également. Et aujourd'hui, donc du coup, on a décidé de faire un podcast ensemble pour parler notamment de la notion de souplesse, la notion de posture, ce sur quoi tu interviens pendant 2 jours. Thématique très peu abordée. Tu vas peut-être nous expliquer, nous en dire un petit peu plus pourquoi, à ton sens, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu, alors peut-être pas sous-estimé ou pas sous-coté, mais en tout cas, j'ai l'impression à chaque fois que je fais des interventions moi sur cette thématique auprès des CQP ou auprès de structures dans lesquelles je peux aller, j'ai souvent l'impression que c'est, on a vraiment le sentiment qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est la souplesse, de ce qu'elle peut apporter, et souvent on a surtout même des a priori qui sont parfois faux. Quel est toi ton sentiment sur justement cette qualité physique, qui est quand même une qualité physique majeure, combinée à la force? Ouais, bien sûr. Si on doit faire une analyse un petit peu plus pertinente de ta question et au regard en fait justement de cette qualité physique particulière, il y a aussi un côté stéréotypé dans l'inconscient collectif, notamment au niveau de la notion d'étirement provoqué, notamment venant du milieu de la gymnastique. On imagine bien les séances entre guillemets dites de torture, et c'est mal vécu parce qu'effectivement la souplesse, aborder la souplesse, la qualité de souplesse, son travail, ça demande du temps. On n'a pas des résultats efficaces tout de suite. Et puis, ça demande un investissement de la personne pour comprendre les intérêts et les bénéfices de la souplesse. Donc, c'est très important d'apporter, en fait, une autre lecture de cette qualité physique et comment l'entraîner au quotidien
Et puis c'est le mieux vieillir, hein, clairement, puisque aujourd'hui j'ai la chance de travailler avec des personnes âgées au club sur une rubrique un petit peu sur la gym posturale, comment entretenir une posture en adéquation avec le vieillissement de notre espèce, et puis rendre sa capacité d'autonomie à l'adulte, qui est pour moi la clé essentielle de la vie. Tout simplement rester en bonne santé, c'est rester debout et garder une autonomie. Et la souplesse y contribue bien évidemment largement. Et c'est vrai que pour te rejoindre, on a souvent l'impression que la souplesse, c'est en effet ce principe de moments pas très agréables, ce qui est une réalité, c'est pas forcément très agréable. Mais je pense qu'aussi là où il y a une vraie problématique, c'est qu'autant sur sur le développement de certaines acuités comme la force par exemple, on a la possibilité de faire travailler les gens en autonomie avec du travail à distance, et on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font du travail en distanciel. Et là pour le coup, la souplesse, vous avez beau donner un programme de souplesse, ça marchera pas s'il n'y a pas un vrai accompagnement derrière. Ouais, et je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons pourquoi les gens ne s'y attardent pas, ou en tout cas n'ont pas forcément envie de passer de temps. Et puis parce qu'il y a une notion d'invisibilité, c'est ce que tu disais, où les gens finalement, vous faites du travail sur de la force, vous allez vous développer d'un point de vue visuel, esthétique, et ça, la souplesse, c'est pas quelque chose de visible, c'est quand on se met en situation de souplesse. Ça impressionne tout le temps quand un gars fait un grand écart. Sauf que c'est pas tous les jours dans la rue que vous allez faire un grand écart ou quoi que ce soit. Physiquement, par contre, quelqu'un qui est développé, là pour le coup, c'est quelque chose de plus visuel. C'est aussi sociétal au regard un petit peu de l'aspect démonstratif qu'on peut avoir sur les réseaux. Notamment, c'est la notion d'apparence. Moi, ce qui m'intéresse au quotidien dans la notion d'entraînement, c'est justement d'augmenter, d'enrichir le potentiel d'un individu dans le champ des possibles. Le problème de la souplesse, effectivement, n'est pas là pour faire un moment de ballet en mode Bolchoï ou encore l'Opéra de Paris dans la rue de faire des grands jetés. C'est pas là pour démonstratif, mais c'est surtout quelque chose d'intime et qui permet à la personne un ressenti vraiment de mieux-être, et bien sûr qui est en coordination et collaboration étroite avec la qualité forte. Et ça, c'est très important, notamment pour les gens qui travaillent énormément et qui priorisent la qualité physique de force au détriment de travailler en corrélation les deux qualités physiques majeures. Alors attention, soyons clairs, on n'est pas en train de dire que la souplesse doit être dominante sur la force, parce que tu le rappelais ce matin auprès de nos stagiaires, la force c'est la qualité maître, la qualité maîtresse, celle qui va diriger l'évolution du mouvement. Mais cette qualité de force n'est pas en capacité de s'exprimer à son plein potentiel si derrière on a une qualité de souplesse qui est négligée. Alors pour débuter cet épisode, maintenant qu'on a introduit un petit peu le sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des différentes tranches d'âge, toi qui as travaillé avec toutes ces tranches d'âge, de l'enfant, des jeunes enfants, ouais, jusqu'à la personne aujourd'hui âgée. Vous disait que tu as pu y aller des seniors qui ont 90 ans. 84 ans. 84 ans. Quelles approches on va avoir en fonction de ces différentes tranches d'âge? Comment on va approcher la qualité de souplesse, en tout cas, par rapport à ces différentes tranches d'âge, pardon. Déjà, il y a la notion de la souplesse qui est dans un accompagnement. Donc, on va parler notamment de la pédagogie propre à l'apprentissage de la souplesse, notamment sur l'éducation des jeunes enfants, puisque sur une tranche d'âge primaire, première année de primaire, on va rentrer sur des moments qui sont peut-être pas très agréables à exécuter. Il faut commencer à faire aimer, en fait, le fait d'être souple, plus mobile, notamment dans les activités un peu spécialisées dans la souplesse, comme l'est la gymnastique artistique masculine et féminine, et aussi mes collègues de la gymnastique rythmique, bien évidemment, ce qui est la qualité qui domine dans l'activité. Et il faut bien comprendre que ce travail est complémentaire du travail de qualité physique et de force. Donc les deux conjugués, on va travailler aussi sur un espace de coordination intra-intermusculaire, et on va travailler bien sûr ces amplitudes de mouvement. Alors ça, c'est facile dans un aspect directif, où on va donner un petit peu du sens, et puis l'évaluation sur la qualité de souplesse chez des très jeunes s'effectue très vite. On a les mains à 1 mètre du sol, et puis en fin d'année, on touche les mains à plat et sans problème. Alors c'est plus facile avec des enfants, imagine bien, d'une part par rapport à l'accompagnement éducatif, et dès qu'on rentre sur des périodes déjà adolescentes où déjà le corps s'est bien transformé, il va falloir aussi remettre une petite couche sur l'entretien de cette qualité de souplesse. Et là, c'est très important, notamment sur le grandissement prématuré de certains
du niveau du rachis, de la colonne vertébrale, qui va empiéter sur le carré des lombes, qui va tirer sur la partie ischio-jambier, et on va perdre de l'efficacité, notamment de la mobilité articulaire sur cette jonction, et insidieusement, on va avoir des problèmes de risque de blessure. Alors ça, c'est la partie un petit peu partie entraînement, et puis sur la partie adulte, donc l'adulte qui veut se remettre à faire une activité de mieux-être, dans la notion de bien-être, de mieux vivre son corps, et dans le fait d'être en capacité de mouvement, d'être beaucoup plus à l'aise au quotidien. On va travailler plus sur la mobilité articulaire dans un premier temps, et puis on va aller chercher petit à petit à montrer et à démontrer à l'adulte, qui est cette fois dans une envie profonde d'avancer, de l'entraîner aussi vers cette qualité de souplesse pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette qualité au regard de l'autonomie. Et ça, c'est la clé. Je rebondis juste sur ce que tu dis parce que ça va m'échapper et ça me paraît important de le glisser à ce moment-là. Tu as beaucoup parlé du principe d'adhésion. Ouais. Et ce principe d'adhésion, est-ce que tu penses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pensées limitantes, on en a parlé également ce matin, de cette notion de pensée limitante dans la capacité à faire ou pas certains gestes en matière de souplesse, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens, l'adhésion est peut-être le principe number one de la progression en souplesse, en tout cas chez les adultes? C'est la clé. En fait, il faut bien comprendre que si tu entreprends de changer ton corps, que ce soit sur la notion de force ou sur la notion de développement, ne serait-ce que de ton corps, il va falloir passer par des choses qui sont de l'ordre de l'implication personnelle. C'est une démarche engagée et avec une finalité. La finalité va varier en fonction de l'individu par rapport à ses choix. Il faut bien comprendre que l'individu qui s'engage sur une notion de souplesse, déjà, il va falloir donner du sens à cette souplesse, puis être évalué à sa juste valeur au regard de la performance. Comme tu l'as si bien décrit, on n'est pas en train de faire un grand écart facial dans un parc, même si l'environnement est magnifique, pour pouvoir exhiber cette qualité de souplesse. Mais au quotidien, on va sentir effectivement un mieux-être, donc ne serait-ce que dans la vivance, entretenir un espace de motivation, et qui va nous permettre de faire cette fameuse adhésion au fait de s'entraîner. Ça demande une implication personnelle avec des choix. Et ces choix, ils sont accompagnés bien sûr par le coach. Et j'invite tous les coachs à vraiment se pencher sur la qualité de souplesse. C'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui va laisser le champ des possibles. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas de limite. Et en plus, c'est très intéressant puisqu'on peut rentrer sur de l'individualisation. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est que chaque individu est unique et j'aime donner justement cette sensibilité dans le côté unique et d'aller chercher la performance chez l'individu. Et c'est vrai que cette notion d'individualisation, elle est d'autant plus importante, je pense, que sur la partie purement sur le développement de la force, parce qu'on sait que sur la force, il y a quand même des grands principes de travail. Quand on travaille de la charge additionnelle, on sait qu'il y a des fourchettes de pourcentage, des fourchettes de répétition. Et pour le coup, la souplesse, ça fonctionne complètement différemment pour de multiples raisons, et notamment la configuration morpho-anatomique de chacun. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette configuration morpho-anatomique, elle a un vrai impact, en tout cas je vais même affiner un petit peu ma question, sur une dizaine de personnes qu'on va prendre, sur 10 personnes il y en a 8 qui vont vous dire, ouais, moi je suis raide. Quelle est à peu près la proportion de gens qui vont être vraiment limités à un moment donné par rapport à ceux qui ne le seront pas? Parce qu'on a vu des résultats assez spectaculaires tout à l'heure avec des gens qui pouvaient être raides. En fait, on se rend compte que c'est pas qu'ils sont raides, c'est juste qu'ils ont jamais pratiqué. Et encore plus, quand on rajoute de la méthodologie dessus, les résultats sont... Il y a des efficacités assez surprenantes d'ailleurs, puisqu'il y a déjà, on implique les personnes. Alors, pour rebondir sur cette notion de pourcentage, on va prendre un groupe témoin. Le problème, c'est la définition de ce que c'est que la raideur anatomique. On va avoir des exemples types en gymnastique. Si on n'a pas les mains à plat au sol, en fermeture du tronc sur les jambes, on va parler de raideur. Sur un individu lambda, non sportif, toucher le bout des doigts, le bout des doigts, c'est très bien. C'est un bon niveau. C'est un bon niveau. Et donc, on a une notion. Alors moi, ce qui va m'intéresser en tant que coach, c'est d'aller chercher justement cette personne en difficulté pour lui amener cette amélioration avec une méthodologie très, très précise, un travail de fond sur le contracté relâché. J'aime bien travailler sur cette méthodologie. Et puis, encore une fois, on fait pas de la souplesse sur un écran et ça a besoin d'être accompagné parce qu'il y a une sensibilité, il y a un ressenti extrêmement fin. Il y a ce problème de douleur qui peut apparaître aussi pendant l'exécution lors de la méthode. Et puis, il faut accompagner cet espace parce que c'est effectivement difficile.
d'aller plus loin, de se transcender dès qu'on commence à avoir un petit peu ces douleurs qui sont vraiment spécifiques aux étirements, notamment la chaîne ischio-jambier. On l'a tous ressenti. Et il faut aller vraiment dans la finesse. C'est peut-être aussi pour ça que ça fait un peu peur. Et c'est plus sensible. Donc il faut avoir un lien de confiance très fort. Donc si on entraîne sur une dynamique de groupe, sur 10, 12 personnes, on va essayer d'identifier un leader, celui qui est potentiellement le moins souple, et sur lequel on va montrer la progression. C'est une démarche andragogie sur le public adulte, d'aller chercher cette démarche de dire, voilà, ça c'est mon témoin, et puis je vais chercher, grâce à la méthodologie, à vous prouver ou à démontrer que ça fonctionne. Donc il y a un ressenti, et puis il y a aussi une animation au niveau du groupe, de se sentir performant, parce qu'on est tous en difficulté par rapport à la souplesse, et on est dans cette recherche à un moment donné d'essayer d'atteindre l'objectif défini par le coach. C'est ça le projet. Et puis derrière, si on est sur du personal training, on est plus sur une approche vraiment individualisée par rapport, tu rappelais le rapport anatomique qui est essentiel par rapport au bras de levier, les amplitudes articulaires, un fémur qui serait trop long, même au niveau des têtes fémorales, des articulations sur lesquelles de toute façon va être limité. Donc il faut déjà faire un diagnostic pour pouvoir être en capacité d'aller chercher, comme on peut le faire en préparation, en musculation pure, de dire, ok, s'il y a un potentiel, il va y avoir des limites qui sont propres à l'anatomie de chacun, et on va essayer d'aller le plus loin possible individuellement, parce que tout est possible, tout le monde est tirable. Ouais. Ah, et ça, je pense que c'est vraiment le truc à retenir, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des pensées limitantes en disant, non mais moi de toute façon je suis raide et je n'y arriverai jamais. Mais la plupart des gens ne savent déjà même pas comment fonctionne la mise en application des principes de souplesse. Ouais. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de pensées limitantes. Il y a aussi, il faut pas se voiler la face, une grosse part génétique aussi. Bien sûr. La génétique a une influence qui est absolument énorme. Je vous parle même pas de l'épigénétique qui là encore une fois apporte des situations encore plus complexes et même des fois des situations à risque dans certains cas. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre cette notion d'invisibilité, mais à la fois d'omniprésence. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une omniprésence de la souplesse dans notre quotidien. Ouais. On ne s'en rend même pas compte, simplement sur un aspect postural. Tout à l'heure, tu as demandé à certains étudiants de venir se positionner dans une posture, simplement de venir ouvrir la cage thoracique et simplement venir resserrer les omoplates. On s'est rendu compte qu'il y avait certains qui n'étaient pas en capacité de le faire. Ouais, de se ressentir. Par un niveau de souplesse et un niveau de mobilité qui était limitant. Et aujourd'hui, on entend énormément, c'est très tendance, on parle beaucoup de mobilité, mais déjà, il y a beaucoup de gens qui confondent cette notion de souplesse et cette notion de mobilité. Donc déjà, ça, c'est un problème. C'est pas juste un problème de champ lexical, hein, c'est un problème de compréhension de compréhension. Et ça, déjà, c'est problématique. Dans l'approche avec les personnes d'un public un petit peu senior, là, comme tu as notamment le jeudi matin, est-ce que les gens sont réceptifs à ce travail de souplesse? En tout cas, est-ce qu'ils sont plus réceptifs que des personnes un petit peu plus jeunes, de jeunes adultes ou même des enfants? Par rapport à la génération, c'est générationnel aussi sur le niveau d'implication et de concentration, la capacité à être focus sur soi-même. On a des générations, ces personnes qui sont nées après-guerre, qui sont très disciplinées dans l'écoute, dans le respect du sachant et qui sont en capacité d'entendre et d'être accompagnés. Donc il n'y a pas de perte de temps, on est tout de suite sur l'efficience. Donc dans le travail de transmission, sur un travail vraiment précis comme la capacité d'étirement, ou un travail sur la mobilité articulaire, comme tu as expliqué, qui sont quand même deux blocs de la qualité de souplesse, deux expressions qui sont différentes. Donc c'est là, il faut pas mélanger, même s'il y a parfois des espaces corrélés, il faut être très vigilant là-dessus. Et sur un public plus jeune, la difficulté, ça va être d'intéresser et d'expliciter l'intérêt d'être souple et plus mobile. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est un défi, hein, même au niveau des salles de gymnastique spécialisées en gymnastique artistique, de laisser entendre aux enfants la nécessité, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, d'être souples pour répondre aux exigences techniques de l'activité. Et on le retrouve sur beaucoup de sports où on oublie cette qualité de souplesse, et c'est un petit peu dommageable, notamment au niveau
du risque de blessure, puisqu'on va faire un aspect préventif avec une qualité de souplesse de très bonne qualité, dès qu'on va attaquer le travail de force, qui va dominer à un moment donné dans la préparation. Donc il faut vraiment préparer le terrain. Et sur les adultes, sur le public senior, il y a cette préparation qui est fantastique dans la capacité d'écoute et d'application, au sens, bien sûr, au sens de l'implication. Et là, c'est un monde d'où des progrès. Tu parlais justement de cette corrélation avec la force. Aujourd'hui, je pense que l'une des idées les plus répandues, c'est dans les pensées distantes des gens et même de beaucoup de coachs, c'est si je fais de la souplesse, je vais perdre en force. Ça, c'est un paradoxe qu'on entend très souvent. Comment on peut expliquer, là, en l'espace de quelques minutes, cette corrélation et cet engrenage qu'il y a entre la force et la souplesse se met au service de la force se met au service de la souplesse. Si on devait essayer d'expliquer en quelques minutes cette relation, comment leur expliquerait ça? Alors, si on doit partir de ce postulat, c'est que les études ont démontré que sur un individu fort naturellement, en fait, on se retrouve sur des morphotypes très spécifiques, un tronc très court, des bras un petit peu longs, le côté gibbosité, et on se retrouve avec des membres inférieurs aussi très courts, donc avec une rugosité au niveau musculaire, une importance au niveau des plans musculaires. Effectivement, il y a une force, notamment au niveau de l'explosivité pure, et qui engendre je vais parler d'imposture, de mauvaise posture, si on préfère, et tout simplement parce qu'on réduit le champ de la mobilité articulaire et que ça va limiter l'amplitude du mouvement. Donc ça, c'était une pensée un petit peu juste d'observation, mais sans aller chercher un petit peu l'analyse. Je me suis rendu compte qu'en fait, si on travaillait justement l'élasticité musculaire, qu'on allait chercher plus loin cette amplitude de mouvement, eh ben, on pouvait somatiser beaucoup plus fort au niveau de la force contractive. Donc ce qui est intéressant, c'est de l'équilibre dans une programmation sur le traitement de la souplesse au sens de la capacité d'étirement pour avoir une réponse contractile de meilleure qualité. Okay. Et c'est là où c'est intéressant. Et puis sur la mobilité articulaire, c'est là où c'est aussi très important, sur les notions de technique, notamment sur l'amplitude du geste, pour ne pas limiter l'amplitude et pour faire un travail précis, notamment d'isolation, sur les groupes musculaires requis. Il va falloir effectivement libérer de l'espace sur l'amplitude articulaire pour être en capacité d'interagir sur la technicité que demande le travail de force. Et non pas penser ça d'une manière globale, mais penser que tout interagit de manière cohérente. On va avoir aussi des problèmes sur la réponse de force-vitesse, notamment par rapport au traitement des informations. On va avoir un enrichissement grâce au travail conjugué. Et je dis bien conjugué. Il ne faut pas faire un travail uniquement spécifique de souplesse en souplesse passive, d'attendre des heures comme ça en Jean-Claude Van Damme. Salut Jean-Claude. Tout simplement parce qu'on a des positions qui sont reliées par certains espaces très actifs, notamment sur ce type de souplesse. Quelqu'un qui vous propose de faire le grand écart facial en 10 minutes avec 3 entraînements par jour, s'il y a un problème anatomique au niveau coxo-fémoral, c'est impossible de faire cet exploit. Tout le monde ne peut pas faire le grand écart facial, ça c'est clair et définitif. Pareil pour les souplesses du rachis qui seraient sur des systèmes de pont, etc. Pareil, il y a une mobilité articulaire qui va réduire le champ des possibles, notamment au niveau de cette amplitude qui est demandée en pont et c'est même pas souhaitable. Donc effectivement, on a cette corrélation à entretenir par rapport à la gestuelle. C'est très important d'entendre que lorsqu'on veut travailler une posture juste, il faut aller chercher d'un point de vue analytique la posture idéale. Et cette posture idéale, si on n'a pas les qualités physiques qui ont été identifiées au départ, plus un bilan postural, on va se tromper. On va emmener l'individu droit dans un mur, on va privilégier certains groupes musculaires, on va déformer sur le plan anatomique la personne, on va faire un travail qui n'est pas de qualité. Donc il faut mettre cette vigilance dans nos formations et nos approches aussi, et de vraiment s'installer dans une histoire de comprendre l'intention, pourquoi il faut être plus souple, pour mieux travailler. Et ça, c'est très clair, et c'est vraiment très, très important. Moi, je prends toujours le registre de la gymnastique, on trouve des gens qui ont une force exceptionnelle et une souplesse exceptionnelle. On arrive à éduquer et entraîner ces deux qualités ensemble. Et bien sûr, pour l'espace de coordination intra-intermusculaire,
on est sur un registre complet. Il faut vraiment que chaque coach qui a envie d'aller chercher la performance dans l'entraînement n'oublie pas cette qualité. C'est une règle. C'est assez marrant parce que tu vois, le CrossFit, je trouve, a mis un bel éclairage sur la fameuse opposition. On disait on peut pas développer la force en même temps qu'on développe l'endurance. En fait, CrossFit est arrivé et a mis un coup, a balayé la table et a montré que si c'était possible de développer les qualités d'endurance et les qualités de force. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé du truc, c'est aussi ça, de montrer que c'est pas parce que vous avez développé votre souplesse que vos niveaux de force vont baisser. Les gymnastes en sont un super exemple. J'en ai un autre qui me vient à l'idée, c'est les haltérophiles. Pour Bien ceux sûr. qui suivent un petit peu le CrossFit et qui suivent l'haltéro, vous avez un mec qui s'appelle Klokov. Vous tapez warm-up Klokov sur YouTube. Vous allez voir son warm-up, vous allez voir le niveau de souplesse d'un mec comme ça. C'est un mec qui arrache 220 ou 230 et qui épaule, qui à l'épaule jetée, je crois qu'il doit avoir 250 ou 245 ou 250. Donc, et pourtant, qui a un niveau de souplesse qui est exceptionnel. Ouais. Et c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Et de mobilité articulaire. Et de mobilité articulaire. Donc Ouais, après, la mobilité articulaire, elle est un petit peu différente, sachant que il va y avoir des contraintes morpho-anatomiques, hein, comme on disait tout à l'heure. Alors, j'aimerais rebondir sur un truc, parce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on oppose un petit peu souvent les deux. C'est est-ce que les garçons et les filles ont la même capacité, la même tolérance à l'étirement, et notamment d'un point de vue anatomique. Là, je vais introduire la chose un peu différemment, mais on sait que, par exemple, chez les gymnastes, d'un point de vue anatomique, on a des gymnastes qui vont toucher à 14, 15 ans leur grand écart facial, et puis arriver à 17, 18 ans, avec le même programme, la même structure d'entraînement, on va perdre en souplesse, de par notamment les modifications d'un point de vue anatomique. Forcément, hein, les filles et les femmes, plus tard, vont donner la vie, donc il faut que le bassin se modifie. On sait qu'il y a des pertes de souplesse. Est-ce que il y a une différence vraiment structurelle si importante entre les garçons et les filles d'un point de vue anatomique, mais surtout d'un point de vue plus physiologique? Non, on va faire court parce que cette période sensible de la préadolescence et l'adolescence, c'est vraiment une période sensible, notamment par rapport à la fragilité des ischions chez les jeunes filles. Donc, il faudra être très vigilant sur les écarts faciaux. Il faudra faire très attention justement à cette modification anatomique du bassin par rapport à cette ouverture qui s'opère. Il y a une fragilité. Donc, on sera très vigilant dans l'approche notamment de ces exercices et on ne sera pas en surcharge de travail de souplesse. On fera attention aussi aux mouvements balistiques qui pourra avoir un impact sur une réponse sur le réflexe myotatique, ne pas être en adéquation avec justement cette transformation anatomique profonde. Alors les garçons, c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus un problème lié à une croissance rapide qu'on peut observer, alors certainement lié à des problèmes de comportement alimentaire aujourd'hui dans nos sociétés modernes, mais on enregistre vraiment des changements morphologiques brutaux. Et j'invite chaque entraîneur à prendre le temps d'écouter cette période, hein, parce qu'il y a des cisaillements de l'adducteur, on a vraiment des périodes douloureuses, notamment dans la construction de la souplesse. Donc on va faire un petit stand-by sur cette période. On va privilégier un travail sur le haut du corps. On va conserver bien sûr la mobilité au niveau scapulaire. Et puis on va faire attention quand même sur tous ces écarts qui vont devenir un petit peu problématiques. Même si on a touché très jeune, alors ce qu'il faut bien laisser entendre, c'est qu'on va retoucher un peu plus tard. Ça va être un peu plus complexe. Mais il faudra être vigilant, notamment avec l'activation de la testostérone, on va avoir des réponses qui sont un peu plus compliquées. Ok. Voilà, chez la jeune femme, c'est vraiment ce problème anatomique qu'il faut être très très vigilant. Donc chez les gars, on aurait tendance à dire qu'il y a un aspect hormonal plus prépondérant. Ouais, et aussi un peu plus structurel d'un point de vue anatomique. Ouais, et puis aussi hormonal, bien sûr. Il y a les bascules à l'apparition des menstruations qui vont changer aussi ces rythmes, vont vraiment changer cette approche. La qualité des tissus aussi. On sera vigilant sur ces périodes dites de la préadolescence et l'adolescence. Puis aussi un aspect comportemental sur la notion de force chez le jeune homme qui va dominer dans le sentiment de compétence. Et c'est là où c'est sensible. Et en fonction de l'activité que l'on pratique, on va donner cette dominante dans la façon d'être aussi de la représentation ou la représentativité que l'on souhaite avoir dans le développement harmonieux du corps, etc. Bien sûr. Et puis on va être très vigilant sur ces périodes parce qu'effectivement aujourd'hui on vit dans une société un peu de paraître et on n'est pas forcément recentré sur le projet qui nous anime. Donc là le coach faut mettre de la vigilance. Ok, c'est là où ça remet toute la dimension dont tu parlais tout à l'heure de l'accompagnement, du coaching de cette qualité de souplesse. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les gens s'intéressent, donc je vais revenir à mon propos initial, c'est que les gens s'intéressent fortement au développement de la force.
aujourd'hui, qu'est-ce qui, à ton sens, devrait être apporté dans les formations, notamment au niveau de cette thématique de la souplesse, pour faire intégrer aux gens finalement l'importance de tout ce que tu nous as évoqué en matière de souplesse. Est-ce que tu penses que c'est plus un aspect culturel, ou est-ce que tu penses que c'est parce qu'aujourd'hui finalement il y a peut-être pas tant de monde que ça qui touche sa bille? Alors pour aller un petit peu plus loin dans le sujet, Fred a eu de la chance de partir et de faire des travaux, de mener des travaux avec des équipes russes notamment. Tu me diras peut-être qu'il y a peut-être des choses que t'as peut-être pas trop le droit d'évoquer, donc je vais pas en parler, mais en tout cas, t'as eu l'habitude, toi, t'as travaillé vraiment d'un point de vue non pas uniquement terrain, t'as travaillé aussi d'un côté un peu plus sur le côté un peu plus scientifique, laboratoire. Ouais, tout à fait, ouais. Peut-être que tu pourras nous en toucher un mot, mais est-ce que tu penses que c'est plutôt la méconnaissance du sujet, ou est-ce que c'est plutôt culturel et qui fait que finalement on arrive quand même à progresser sans trop se préoccuper de la souplesse, donc du coup pourquoi s'y intéresser, quoi? En fait, ce qui fait laisser entendre dans nos systèmes de formation, nos approches de formation, c'est l'importance de travailler toutes les qualités physiques. Il y a des qualités physiques qui vont dominer, bien évidemment, dans l'approche du sport que l'on va pratiquer, que ce soit un sport de loisir. Certaines personnes se mettent au triathlon en mode loisir pour justement se défier personnellement et donner un objectif sportif en fin de carrière après avoir fait un autre sport d'intensité élevée. Il y a des gens qui vont aller chercher du trail, des ultra trails, c'est complètement incroyable sur la démarche, parce qu'on rentre sur des sports extrêmes, sur la recherche, notamment sur la qualité physique d'endurance. Et puis tout ça, c'est accompagné un petit peu à l'intuitif. Alors que les recherches aujourd'hui en physiologie sont notamment sur la qualité de l'endurance, sont de qualité extraordinaire, parce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent spécifiquement là-dessus. En France, on a la chance d'avoir vraiment des très beaux spécialistes. Alors à l'étranger, ils ont une autre approche, notamment moi j'ai travaillé sur une équipe russe qui était à Moscou, sur des laboratoires sur la haute performance, et ils ont une approche différente en fait. Ils vont chercher à optimiser tout dans un temps très court. Donc effectivement, on est sur des approches beaucoup plus rugueuses, voire rustiques de l'entraînement, et c'est encore une fois culturel. On reste sur des méthodes qui sont adaptées à nos modèles sociétaux. La souplesse dans son approche peut être mal vécue, parce que on a une espèce de vision un petit peu je redis encore ce mot, torture, de se voir les jambes qui sont tirées dans tous les sens, puis à ce côté douleur qu'on ne peut pas contrôler, hein, c'est extrêmement compliqué. Mais il faut aussi amener ça comme étant un jeu, d'être souple. Et chez l'adulte, bien évidemment, c'est un challenge, la notion de transcendance. Et on va avoir des résultats grâce à cette notion de transcendance et d'application d'une méthode, avec donner du sens à sa progression. C'est le plus important. Si on doit prendre certains peuples en Asie, qui vivent la moitié de leur journée en position accroupie pour travailler. Donc on est effectivement sur de la mobilité articulaire incroyable, mais c'est encore une fois culturel. C'est une façon de se tenir et d'appréhender la vie du quotidien. Dans nos sociétés occidentales, on est plus assis sur un fauteuil à roulette ou derrière un écran, et on est moins en capacité de faire de la mobilité ou des techniques d'étirement. Et comme on disait, ça, c'est un problème pour mieux vieillir. Cet épisode est sponsorisé par la marque Larocque Fitness, concepteur et fabricant français de matériel de fitness. Disposant d'une large gamme de produits allant du matériel classique pour salle commerciale jusqu'au matériel de musculation, en passant par une large gamme dédiée à l'entraînement fonctionnel, Larocque propose du matériel de très haute qualité, et le tout made in France. Son savoir-faire, son expertise et sa quête perpétuelle d'innovation dans le milieu du fitness font d'elle une marque de référence sur le marché. S'appuyant sur les préparateurs physiques et entraîneurs de terrain, Larocque développe sans cesse de nouveaux outils pour répondre aux demandes et aux exigences de terrain, équipant ainsi de très nombreuses structures de très haut niveau. Vous souhaitez en savoir plus sur la marque et vous équiper avec ce qui se fait mieux en matière de matériel de fitness? C'est le moment d'en profiter et de bénéficier de moins 20% sur l'ensemble de leur gamme grâce à notre collaboration. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, la notion génétique qui rentre en compte, Ouais. l'épigénétique, parce que forcément, les populations asiatiques ont tendance
avoir une alimentation notamment qui est très très riche en collagène, avec beaucoup de bouillon à base d'os, beaucoup de poissons gras, donc forcément c'est favorisant. On ne dit pas que on n'est pas en train de dire que c'est ce qui fait toute la différence, mais en tout cas c'est un contexte et un terrain qui est propice et qui est clairement favorable au développement de ces qualités-là, et plus les modes de vie qui en effet les habitudes de vie. Ouais. Les habitudes de vie, aujourd'hui on se rend compte que nos concitoyens ont perdu le goût de l'effort, s'installent un petit peu dans des redondances journalières, sans espèce d'activation de l'envie de vivre autrement, différemment, avec ce côté un petit peu culturel aussi, de se sentir plus fort, plus puissant. Aujourd'hui, on a une recrudescence de personnes dans la rue qu'on peut voir plus musclées, clairement, chez les hommes et chez les femmes aussi, on peut l'observer. Il y a une transformation de la société, peut-être un sentiment de s'affirmer en tant que personne, donc d'un point de vue physique, entre une posture, et plus que d'un point de vue finalement dans l'échange qu'on peut avoir là, et c'est le physique qui va imposer. Après c'est une culture, mais il faudra qu'on soit vigilant sur ce risque de bascule justement, où l'individu va, parce que moi j'attends ça dans 20 ans, avec comment tout ça va bien vivre. Voilà, le temps de formation nécessaire à la prise de masse musculaire, le nombre de répétitions, le nombre d'heures d'entraînement, d'années d'entraînement, pour constituer un corps harmonieux et en pleine forme. En pleine forme. Parce que c'est bien de ça dont on parle aussi, c'est la qualité santé. Il va falloir qu'on soit tous précautionneux par rapport à ces enjeux de société. Parce que demain, ça risque d'être très compliqué. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs, ça va être de former, et c'est un petit peu pour ça que je devais intervenir aussi sur le CQP. Moi, j'interviens aussi sur cette qualité de souplesse sur les autres CQP. J'ai de la chance d'avoir Fred qui vient et qui prend mon rôle, et avec sans doute beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de recul, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais je pense qu'il va y avoir un vrai impact. J'ai un truc qui me vient en tête, c'est ce fameux papier que je lisais il y a encore peu de temps, où 75% des gens au-delà de 50 ans ne peuvent plus mettre leurs bras au-dessus de leur tête sans ressentir de douleur. J'ai lu ça, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable de penser. Pourtant, c'est des gestes quotidiens, rien que de se doucher, de le voir lever son bras au-dessus de la tête pour se laver, pour se rincer, se laver les cheveux. Moi, je reprends toujours l'exemple d'une des adhérentes que j'ai, 88 ans, Monique. Monique, elle me remercie tous les jours pour être capable encore de pouvoir récupérer sa cocotte qui est rangée dans un placard en hauteur. On parle pas là de performance physique et sportive, on parle simplement sans étude, mais on parle tout simplement de la vie du quotidien. Bien sûr. Et aujourd'hui, se dire qu'il y a des gens qui sont pas en capacité de pouvoir mettre les bras au-dessus de la tête à 50 balais sans ressentir de douleur, c'est assez inquiétant. Ouais. C'est tout aussi inquiétant que l'étude dont on parlait récemment dans le podcast avec Aurélien Broussal, des gamins qui rentrent en 6e et qui sont pas capables de courir plus de 3 minutes sans s'arrêter. Moi, j'y mets au même ratio. Est-ce que tu penses aujourd'hui que parce qu'on sait que tous les enfants ne feront pas de la souplesse, on sait que notamment dans le foot, ils vont pas forcément une proportion à vouloir faire du travail de souplesse, etc. Comment, à ton sens, on peut aujourd'hui vraiment aller chercher ces publics-là, les publics qui vont vieillir demain finalement, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a certains publics sur lesquels qui sont pas irrécupérables, mais en tout cas qui ont plus vécu que ce qu'ils vont vivre. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans les générations à venir pour que justement ces problématiques, alors je vais pas dire disparaissent, mais en tout cas qu'on arrive à réduire l'impact de ces problèmes de raideur sur les générations à venir. Il y a deux aspects dans ta question. Encore une fois, il y a un aspect sociétal. La prise de conscience, elle est individuelle. Ce ne sont pas des sociétés parallèles ou des modes de gouvernance qui seraient en parallèle de nos vies quotidiennes, d'animer ce projet. Même si la santé aujourd'hui, la santé publique, se pose des vraies questions sur demain. Comment tout ça
va finir et jusqu'où on est en capacité de pouvoir continuer à accompagner le système de santé, notamment par rapport aux problèmes que tu as décrits. Et quelle place prend chaque strate, finalement? Bien sûr, c'est là le problème, et c'est là où le métier de coach est important, notamment dans cette notion d'individualisation, notamment par rapport au travail de nos concitoyens. C'est-à-dire sur certains postes de travail, on peut voir qu'il y a des travaux pénibles, notamment les travaux de manutention qui sont vraiment répétitifs, redondants, etc. Donc il y a rien de pire pour le squelette que de travailler en répétition, et notamment quand le corps n'est pas adapté à l'effort supposé être supporté. Donc on n'est plus sur des problèmes de prendre soin de nous, en capacité d'entendre, de laisser entendre. Il y a une espèce d'abandon, en fait, aujourd'hui, de cette capacité à travailler pour aller mieux. Okay. C'est-à-dire travailler sur nous. Qu'est-ce que l'on doit faire? C'est des gestes du quotidien, c'est prendre 10 minutes pour faire un étirement de confort sur le rachis, prendre du temps, des choses très simples. C'est ce qu'on essaie de transmettre lors de ce CQP sur Annonay, de montrer que les choses les plus simples sont efficaces. C'est pour pouvoir donner aussi à chaque individu une capacité à être en situation d'autonomie par rapport à cet apprentissage, de prendre goût, d'être mieux quand on est plus mobile, en capacité d'être sensibilisé à ça. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des méthodes qui ne soient pas des méthodes archaïques sur lesquelles on est en situation d'hypersouffrance. Et c'est pas du tout ce que l'on attend, puisqu'on va justement aller chercher des méthodes qui sont plus axées sur des travails de respiration, des contractés relâchés, sur la notion de pleine conscience, notamment cette approche de la souplesse. C'est essentiel dans le ressenti, et ça sera bien sûr en relation étroite avec le travail de renforcement musculaire, qui va être beaucoup plus qualitatif au regard du ressenti que pourra avoir la personne, notamment si elle a fait un travail de souplesse et de mobilité articulaire de qualité. Sinon, on va se retrouver un petit peu dans une impasse. On va être obligé de récupérer des erreurs commises parce qu'on a travaillé sur une volumétrie musculaire trop importante, un espace qui va être pris, donc on va avoir la mobilité articulaire qui va être complètement détériorée. Ça va changer les positions techniques, donc on va avoir un problème finalement de renforcement musculaire en adéquation avec le projet, puisqu'on n'est plus en capacité de faire le geste dans son amplitude. Donc c'est une boucle. Il faut que tout ça ce soit cohérent dans l'approche des entraîneurs, qu'ils soient vraiment sensibilisés à cette importance des équilibres entre chaque qualité. L'homéostasie, on parle souvent de cette fameuse homéostasie. C'est l'équilibre. Cette loi de l'équilibre finalement qui fait que il y a un moment donné, si on avance trop vite sur un des spectres, on va être limité d'un autre côté, et puis vice versa, quoi. Donc en fait finalement on rejoint aussi cette phrase que j'emprunte à mon avis Olivier Bollier: on n'est jamais plus fort que le plus faible de ses maillons. Et clairement à un moment donné, c'est pas mal. S'il y en a un sur lequel on stagne, et clairement on va être limité, quoi. Ouais. Il faut toujours penser à structurer un individu étape par étape. C'est le choix que l'on fait en tant qu'entraîneur va avoir un impact énorme, une incidence. On va incider sur le projet sportif ou le projet simplement d'organisation de qualité de vie, là, si on parle du personal training. Mais si on est sur cette approche, il va falloir vraiment qu'on s'entende sur qu'est-ce que l'on fait, vers quoi l'on tend et dans combien de temps. Il y a une notion de temporalité dans tout ça. Alors, la différence avec le travail de force, où on peut avoir un résultat visuel, comme tu l'as introduit sur ce poste, c'est qu'on est tout de suite, on peut voir, waouh, mais ce qui t'arrive. Alors que la souplesse, c'est plus personnel, comme sentiment de ressenti de mieux-être. Et c'est là la clé. Il faut que la personne comprenne que grâce à la qualité de souplesse, elle va entretenir un travail beaucoup plus qualitatif, et si son projet c'est de devenir plus fort, il sera d'autant plus fort. Et c'est vrai que comme tu disais, cette notion, je trouve que la notion d'implication, elle est forte, et je pense qu'il y a vraiment, comme dans le développement de n'importe quelle qualité finalement, je veux devenir fort, je veux maîtriser l'anglais. Il y a un moment donné, si la volonté elle est pas forte, il y a un moment donné, on est limité. On en parlait hier soir. Moi j'ai envie de parler anglais, mais pour le coup, la volonté pour moi elle est pas assez forte par rapport à l'implication qu'il faut que je mette pour vraiment développer cette compétence. Pour finir, j'aimerais, quel serait selon toi
3 conseils qu'on pourrait donner aux gens finalement qui ont envie d'apporter un petit peu plus d'importance à cette notion de souplesse. Selon toi, quelles seraient les 3 étapes qu'on pourrait finalement imaginer pour rentrer dans cette démarche? Pas facile comme question, mais en vrai, même s'il n'y a pas 3 étapes, donne 3 étapes, mais finalement, quel serait le cheminement à entreprendre? Première chose, c'est la prise de conscience de la perte de mobilité articulaire. Faut en prendre conscience. Ok. C'est pas parce qu'on a pris conscience, remédiation. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette situation de diagnostic, de dire, j'arrive plus à mettre mes chaussettes. Qu'est-ce que j'entreprends sur le plan personnel et vers qui je me tourne pour pouvoir avoir des réponses à se mieux aller et à mieux fonctionner. Parce que ça arrive du jour au lendemain. Ça ne prévient pas. C'est comme se mettre assis et se relever. Quand on est enfant, on se pose même pas la question. Ouais, nous étions assis, qu'on se remet. mécanique. Et puis à un moment donné, quand on commence à prendre de l'âge, ben, on est précautionneux sur la position, comment on va venir s'asseoir au sol. C'est déjà une démarche. Parce que la perte de confiance, notamment de la force, mais aussi de la mobilité articulaire, va avoir un impact énorme sur cette capacité à dire, oh là là, mais est-ce que je suis encore capable de? Donc la notion d'être capable, ça, il faut l'animer. Il faut toujours avoir un coin un petit voyant qui clignote comme ça, pas rouge. J'aime pas le rouge. J'aime bien un voyant vert qui va nous alerter sur oh gars, c'est maintenant. Ouais. Il faut commencer à se reprendre en main. Il y a des signaux qui sont très simples. C'est les douleurs, comme tu as pu le stipuler au niveau scapulaire, les douleurs dorsales, notamment les lombalgies, tous ces problèmes qui sont récurrents à nos sociétés, encore une fois, et au mode de travail, mode de transport, etc. On va pas pouvoir changer ça. Il faut juste qu'on trouve des remédiations pour pouvoir supporter cette charge. Parce que c'est une charge. Donc il va falloir décharger nos concitoyens de telle manière à ce qu'ils vivent mieux. Et ça, c'est clairement, c'est un challenge. C'est un vrai challenge sociétal. Et c'est aussi les coachs qui peuvent être trollés et d'être mieux informés, mieux instruits. Ouais. Pour comprendre, c'est important, c'est un problème d'instruction. C'est d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs l'un des problèmes majeurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont une vraie connaissance dans le développement de cette qualité, parce que c'est beaucoup plus complexe pour le coup que le développement de la force. Bien sûr. Moi, j'aime souvent dire que le développement de la qualité de souplesse est sans doute beaucoup plus rapide que de développer vraiment de la force, mais beaucoup plus complexe dans l'approche. Bien sûr. Parce que les possibilités de blessure, ou en tout cas d'emmener les gens dans la mauvaise direction, sont d'autant plus importantes. Oui, et comme on disait tout à l'heure, bah, coacher, c'est aussi prendre des décisions, c'est aussi à un moment donné avoir la capacité à changer les gens physiquement, dans le bon finalement comme dans le mauvais sens. Et là, le mauvais sens, si on prend la mauvaise direction, ça peut vraiment être une vraie problématique. Ouais. Oui, c'est la gageure de tout le problème de l'engagement lorsqu'on décide d'être coach, au sens entraînement et performance, parce qu'on va amener une progression, sinon ça n'a pas de sens de coacher. C'est juste quelque chose dans l'accompagnement, c'est coach de vie. Là, on va être sur quelque chose de plus pointu, puisqu'on va transformer un corps. On va essayer d'améliorer, d'optimiser. C'est la notion d'entraîner les qualités physiques. Et lorsqu'on va entraîner ces qualités physiques, il va y avoir des transformations. Et ces transformations, il va falloir aussi les gérer, parce que ça va aussi avoir un impact sur la partie psychologique, la transformation aussi mentale. Et il va falloir vraiment accompagner tout ça de manière très très précise et précautionneuse. Il y a une notion de bienveillance dans tout ça, c'est qu'il faut être attentif et non pas être dans la modélisation, puisque c'est vraiment, encore une fois, de l'individualisation. Sur la qualité de souplesse, j'insiste, l'individualisation, c'est essentiel. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette discussion, c'est l'individualisation dans l'accompagnement et dans le suivi. Et je pense que moi, tu vois, plus le temps passe et plus je me dis, en vrai, un coach aujourd'hui qui se lance et qui se spécialise dans le domaine de la souplesse et de la mobilité, je pense que c'est un coach qui demain va être le roi du pétrole. Vraiment. Non mais en vrai, je pense que si c'est quelqu'un de
de bons, de compétents, avec une vraie méthodologie. Je pense qu'il y a tellement un potentiel à pouvoir changer la vie des gens qui est incroyable que je pense vraiment que ça peut être le vrai banger demain, tu vois. On voit que le yoga attire de plus en plus de gens, le pilates au sol, des méthodes un peu douces, un petit peu plus traditionnelles. On sont en vogue de manière folle en ce moment. Et en vrai, quand tu demandes, dans certaines différentes approches, dans le yoga, dans le pilates, etc., mais à chaque fois qu'on interroge ces gens-là, la plupart des gens ont toujours cette même réflexion de dire, on aimerait retrouver de la fluidité, on aimerait retrouver un mouvement plus agilité. Voilà, exactement. Et ça, tu vois, je pense que si on arrive à faire comprendre aux gens que la souplesse, c'est la clé de tout ça. Je pense que ça peut vraiment être un vrai banger. Et en plus de ça, on l'a vu tout à l'heure avec, je vous montrerai quelques capsules, quelques visuels de ce qu'on a fait aujourd'hui, pour que vous compreniez qu'on a fait des choses extrêmement simples qui ne demandent quasiment aucun matériel, si ce n'est un bâton et un élastique. Ouais. Je pense que c'est à la portée de n'importe qui. On arrive à faire des choses absolument phénoménales et sans avoir besoin de rentrer dans des propensions délirantes de devoir se mettre en grand écart ou dans des positions parfois un peu extravagantes. C'est pas non plus le cas parce que le fait de l'approche, tu donnes l'exemple du grand écart qui est un petit peu la représentation. C'est comme je devais donner la représentation de la gymnastique pour quelqu'un qui connaît pas l'activité. Il dirait c'est fort aux anneaux, tu fais la croix de fer. Ouais, c'est ça. C'est exactement formidable. C'est pas être fort aux anneaux, c'est pas ça aujourd'hui. Être capable de s'exprimer exactement une facette de la force. Donc sur un grand écart facial qui serait un petit peu là, côté waouh, je fais grand écart facial entre deux chaises, c'est formidable. C'est pas une souplesse au rendez-vous du quotidien dans le mieux-être. Voilà, il faut bien comprendre que le travail de souplesse, on va travailler notamment sur la chaîne poste de l'ischio-jambier, et qui a un impact énorme sur le postural. Et c'est là qu'il faut laisser entendre aussi l'importance pour les coachs de faire attention sur le diagnostic de la posture. Et c'est là où la posture va nous indiquer. J'ai un de mes gymnastes qui est ostéo, salut Alex Jacek, qui utilise une petite phrase sympathique qui exprime que la statique préfigure la dynamique. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les coachs entendent d'une manière intelligente. Ce diagnostic va nous donner déjà un champ des pistes sur qu'est-ce que je pourrais mettre en mouvement dans tout ça et comment je vais le faire et de manière un petit peu plus commerciale comme tu l'as laissé entendre. La difficulté de se spécialiser dans l'univers complexe, c'est complexe au niveau de la physiologie, notamment de la souplesse, c'est qu'on rentre vraiment sur une individualisation. Bien sûr. C'est extrêmement compliqué d'aller chercher un travail. On peut travailler sur un groupe, on l'a fait tout à l'heure, mais on n'est pas sur un travail de souplesse pure, on est sur un travail d'appropriation d'une méthodologie pour laisser entendre qu'on peut progresser et ressentir une progression. Il y a un sentiment de compétence qui s'installe et puis on va créer une notion de challenge et d'un seul coup on va relibérer cette motivation, ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement. Et là, il faut être très clair. Il y a un moment donné, les méthodes, tu l'as cité, Pilates ou le Pilates Reform, qui est aujourd'hui en vogue sur le travail, parce qu'on va être assisté dans un travail, un petit peu ce qu'on essaie de travailler aussi sur la méthodologie de souplesse, avec des choses simples, un élastique, effectivement un stick pour rester dans un espace de travail sur la symétrie, et puis créer cette notion d'équilibre qui nous est propre aussi, et qu'on est toujours dans la tête vers quoi je tends, qu'est-ce que je veux faire en fait. Je ne sais pas si sociétalement ça serait quelque chose de puissant dans nos cultures occidentales. Alors il y avait la période dans les années 80-90 du stretching, un son d'étirement associé à la respiration, un petit peu emprunté aux techniques des danseurs classiques, puisqu'on avait du travail de barre à terre qui était effectué, et effectivement la méthodologie de travail est plus que riche. Et en fait, lorsqu'on fait un travail sur la souplesse, il faut être curieux. Il faut aller voir tout ce que l'on peut faire. Et surtout, entraîner énormément de personnes pour avoir aussi cette espèce d'éventail de possibilités en disant j'ai fait ça avec avec tel type de morphologie, tel âge, et j'ai obtenu tel résultat. Et puis, on croise toutes ces données. On essaye d'être un petit peu plus scientifique dans l'approche afin d'avoir
une lisibilité et un peu Optimal. plus savoir où on va. Parce que autant la force, comme tu l'as décrit, on peut mettre des quantifications, des ratios, des pourcentages sur des méthodes éprouvées. Puis c'est des Mais choses qu'on peut faire aussi en small group, etc. Bien sûr, Alors que Bien sûr. la souplesse, on se rend compte que il faut être vraiment dans la correction de la position de la personne pour justement soit sur vraiment les bons groupes musculaires dans l'étirement ou même sur la mobilité articulaire, c'est très précis parce qu'on va obtenir des résultats qui sont réduits, notamment par rapport à l'anatomie. On est comme ça, on a le squelette que l'on a et on n'aura pas les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que c'est compliqué et c'est pour ça que certains coachs sont un petit peu frileux par rapport à la notion, et j'y comprends sur la notion d'aller chercher ce travail de souplesse qui est moins valorisant bien sûr. que peut l'être une animation d'une séance dite de musculation. Et puis en plus, je pense que sur la notion de musculation, aujourd'hui, on sait que si on respecte certains principes, on va mécaniquement avoir un résultat. Bien sûr. Alors, plus ou moins long terme, forcément, Bien parce sûr. que tout le monde Ça va n'a très pas vite. les mêmes Ça va capacités très à se vite, développer, en fait. etc., mais ça va vite. Alors que la souplesse, finalement, on va prendre trois individus où, globalement, qui auront les mêmes configurations d'un point de vue anatomique, etc. Mais on se rend compte que certains vont avoir une capacité à se relâcher qui va être beaucoup plus importante, d'autres, de par leur mode de vie, qui seront beaucoup plus tendus, beaucoup plus stressés. Et l'alimentation, comme tu disais. Il y a un truc que L'hydratation. j'évoque très souvent, l'hydratation aussi. Un truc que j'évoque très souvent et que tu as beaucoup redit aujourd'hui, et j'étais content, ça m'a conforté dans ma vision de la chose, c'est cette notion d'accompagnement et surtout de l'aspect, j'ai fait un post d'ailleurs ces jours-ci sur la notion de travail kinesthésie, de poser les mains sur la personne, de le guider, de l'accompagner, la tonalité de la voix, et ça en fonction, je pense qu'en fonction des personnes, certaines personnes sont réceptives à une certaine vibration, comme tu disais tout à l'heure, Ouais, c'est clairement. alors que d'autres, beaucoup moins. Donc c'est aussi ce qui explique que on ne peut pas faire un travail collectif Non. comme on pourrait le faire sur une séance assez classique de renforcement, etc., en créant des adaptations. Là, pour le coup, chaque individu est très spécifique, beaucoup plus intime aussi. T'as le ressenti profond. Si on doit travailler sur les fascias, etc., il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et il faut être très vigilant sur le ressenti individuel, sur les émotions que ça peut procurer, qui peuvent être positives ou négatives brutalement. Il faut être très en alerte, donc très réceptif à ce qui se passe pendant une séance d'accompagnement de la souplesse. Et il faut expliciter, il faut donner du sens à ce que l'on fait. Et il faut toujours être vraiment fin dans cette approche, parce que, encore une fois, chez les adultes, quelqu'un qui n'a jamais fait de souplesse va découvrir les bienfaits si c'est bien fait. Ouais. Voilà. Et c'est là où clairement il faut pas se planter, parce qu'on peut très vite perdre quelqu'un, parce que si à un moment donné il n'y a pas de résultat, on sait qu'on a tendance à perdre les gens. Et je rebondis sur ce que tu nous disais, sur cette notion de finalement d'accompagnement, et un truc qui est très tendance en ce moment, c'est l'IA. On sait que l'IA, clairement, elle va mettre au chômage bon nombre de coachs. Ça, c'est une certitude, notamment dans la capacité à générer des programmes, à expliquer certaines choses, certains exercices. Moi, je l'utilise quotidiennement. Je trouve que c'est absolument bluffant. C'est même perturbant de voir que l'IA aujourd'hui est en capacité de faire des programmes de développement de la force qui sont absolument fous. Même en termes de vraiment, la pertinence est folle. Mais à un moment donné, qu'est-ce que nous on va pouvoir apporter justement à nos clients de demain? Justement, c'est ça, c'est cet accompagnement, cette capacité à emmener les gens là où ils ne peuvent pas aller tout seuls, et là où l'IA ne les emmènera jamais. Et aujourd'hui, je suis assez, alors pas vindicatif, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est pas mon style. Non, mais en tout cas, je suis assez critique. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Je suis assez critique sur les applications qu'on peut trouver aujourd'hui, les applications de mobilité, de souplesse. Alors, comme j'aime à dire, c'est toujours mieux que de rien faire. Soyons bien clairs. Mais pour le coup, les tests qui sont faits, qui sont menés, l'accompagnement qu'il y a derrière, une vidéo et un petit texte récapitulatif, c'est pas ce qui nous amènera demain, clairement, moi c'est avoir des vrais gains. Tu seras jamais coaché par l'IA. C'est un support, ça peut être très intéressant pour enrichir un travail de collaboration, de présentation, bien sûr, ces aspects-là. Mais ça reste qu'un outil. En aucun cas, ça remplacera la notion de vivance d'un coach
et l'humanité qui repose sur la notion de relation. Et cette relation, c'est un échange. On n'échange pas avec l'IA. On a juste des réponses à nos questions. Dans un feedback, dans la relation entretenue sur le plan humain, il y a de l'émotion. Et l'émotion, c'est la clé dans l'entretien d'un espace de motivation, puisque l'affect va justement prépondérer sur cette dynamique qui s'installe entre le coach et l'accompagné. Et on va pouvoir obtenir ces résultats à défaut de l'IA qui, elle, n'est que là pour nous démontrer finalement qu'on n'avait peut-être pas tort ou qu'on était à côté de la plaque sur certaines approches. C'est un côté structurant. Oui, ça peut aider certains jeunes coachs à mieux planifier, notamment sur la qualité de force, parce qu'on est aujourd'hui sur des modèles beaucoup plus fins, sur l'évolution de la physiologie aussi qui a démontré, et puis sur le nombre de pratiquants aujourd'hui sur le monde, notamment au niveau de la qualité de force pure, ou sur les espaces de calisthénie, sur les espaces de workout. On retrouve des gens extrêmement forts et qui travaillent sur justement des modélisations de méthodologie qui donnent des sources, la database de l'IA, qui permettent d'avoir plus de sources et d'aller chercher plus d'intelligence finalement, un genre de faculté d'adaptation du collectif au service de l'individu. Mais je n'enlèverai jamais la place prépondérante du coach dans la notion d'animateur d'une séance, la façon d'encadrer, de pousser, de provoquer, de susciter, tout ce qui fait qu'on est passionné et qu'on donne de ce temps pour faire progresser nos athlètes. Et c'est vrai que cette notion d'animation, elle est très souvent presque péjorative. Tu vois, quand on dit des animateurs, etc., je trouve que des fois c'est presque péjoratif parce que animer les gens pour derrière arriver à les entraîner, c'est loin d'être facile. Je sais que dans les formations de cours collectifs, on prend très souvent l'exemple d'animateur du Club Med, parce qu'un animateur du Club Med, travailler au Club Med, vous voulez vous lancer dans une carrière de coach dans les cours collectifs, vous avez fait machine. Parce que c'est vraiment une école qui est phénoménale dans la capacité à animer, à garder accrocher les gens toujours avec nous, faire en sorte qu'ils ne s'ennuient jamais, etc. Et ça, c'est capital, surtout dans une qualité comme la souplesse, où en effet les progrès sont parfois lents, le chemin est un peu tortueux. S'il n'y a pas cette capacité à animer, à détourner l'attention pour à un moment donné faire en sorte de toujours garder les gens connectés avec nous, c'est quelque chose d'assez complexe. Et puis à contrario de ce que tu explicitais par rapport à la notion de force, le bras reste. Ouais. Et le problème de la souplesse, ça demande un entretien quotidien. Et voilà, donc c'est une qualité qu'on va pouvoir entraîner, on va pouvoir avoir un progrès, une efficacité dans pratiquement en une quinzaine, vingtaine de minutes, on a des progrès extraordinaires. Par contre, le maintien de cette qualité dans le temps va demander un entraînement, une forme de résilience, le mot à la mode, pour pouvoir accepter le fait de s'entraîner de manière quotidienne. L'intégrer dans un mode de vie. Et en fait, ça devient un mode de vie. Exactement. Et c'est pour ça que je rebondissais tout à l'heure sur les populations asiatiques. Les populations asiatiques qui ont ce mode de vie qui n'est pas lié à un stress sociétal, c'est une autre approche culturelle, une façon d'être dans la position accroupie, en ouverture totale, c'est incroyable. Mais ça, à un moment donné, je pose la question de savoir si la position est correcte. Ça demande pas dans nos sociétés, on va travailler sur les ergots qui vont dire, oh, mais le fauteuil, il est pas assez bien placé, tu fais gaffe, t'es en rétroversion. On est en train de tout, rendre complexe, alors tout ça, c'est simple. Faut juste se tenir droit, ça aurait été mieux d'être. Faut juste avoir la fierté d'être encore en vie, en train de respirer, et c'est tout. C'est ça qui donne nos animaux. Mais le reste, c'est pas important. Et si on réussit à laisser entendre à des gens qui s'entraînent et qui décident de faire ce métier, d'accompagner les gens dans un projet de transformation du corps, c'est ça le but de l'entraînement. C'est d'accéder à une performance. La performance, ça peut être juste transformer tout le corps. La performance, ça peut être faire les Jeux Olympiques. Puis la performance pour un individu, c'est de dire, tiens, j'ai réussi à mettre les mains par terre. En gardant les jambes tendues, environ compliqué. Et ça, je trouve que c'est important, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit en début de cette discussion, mais je pense que ça résume aussi tout notre échange. C'est la notion d'objectif, finalement, être souple, c'est bien. Jusqu'où, pourquoi? Exactement. C'est ce qui résume le tout, parce que finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, entre celui qui est capable de poser le bout des doigts pour le commun des mortels, c'est déjà très bien. Bien sûr.
Et finalement, pour un gymnaste, se contenter juste d'avoir les mains à plat au sol, ça sera malheureusement pas suffisant. Ouais. Et pourtant, vous le mettez à côté d'une personne lambda, la personne lambda va vous dire, wow, qu'est-ce que t'es souple. Ah oui, pour le bien vieillir, le bien vivre. On mélange souvent la souplesse avec la notion d'agilité. Attention, la capacité d'étirement et la mobilité articulaire, l'agilité, c'est encore un autre espace. Et c'est là, il faut être vigilant dans la représentation qu'on peut avoir aussi des qualités physiques. Et c'est pour ça que c'est important la sémantique aussi. Bien sûr. Et la sémantique, je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus galvaudé en ce moment. C'est-à-dire qu'on met, on banalise, on met un petit peu, on met des définitions sur des mots, et c'est pas les bonnes définitions par rapport aux mots. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment problématique, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne respectent plus cette notion sémantique, et qui fait que, derrière, finalement, d'un coach à l'autre, ah bon, toi, tu appelles ça de l'étirement? Ah bon, moi, j'appelle ça de la souplesse. Ah bon, moi, j'appelle ça de la mobilité. Et finalement, qui a raison? Et en fait, je pense que les réseaux sociaux, s'il y a vraiment le vrai gros problème des réseaux sociaux, c'est justement qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a un bruit qui est énorme. Mais finalement, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de toute cette information? Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils sont tellement envahis par un surplus d'informations, plus ou moins qualitatives, parce qu'on trouve, là aussi, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que des fois, on trouve des choses absolument phénoménales, de gens qu'on n'aurait jamais connus, avec qui on peut rentrer en interaction, avec qui on peut échanger, qui ont une expérience, une expertise, donc ça, c'est phénoménal. Mais, par contre, il y a aussi des gens, je vais être un peu trash, là, dans ce que je vais dire, mais les gens, en fait, ils devraient jamais avoir la parole. Les mecs, ils sortent, ils ont une licence stats ou un master en stats. Les mecs, ça fait 2 ans qu'ils font de la muscu et ils vont vous expliquer comment on fait de la préparation physique pour des athlètes de haut niveau. C'est ça qui est aussi lunaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile aussi d'arriver à faire un petit peu le tri dans ce surplus d'informations. Il y a 2 règles déjà. Pour moi, ma règle de vie, c'est prendre le temps d'apprendre. Ça, c'est ma règle numéro 1 sur le comportement de respect qu'il faut avoir pour les gens qui sont entraînés. Pourquoi? Parce que la recherche, partie scientifique, aujourd'hui, grâce aux outils, la recherche devient vraiment intéressante, dans le sens qu'elle prouve des choses qu'on était plus dans l'intuition en tant qu'entraîneur. Tu trouves que la recherche ces dernières années a vraiment fait elle a fait un bond en avant. Un gros bond en avant, pas, neurotransmetteur. Sur l'échelle temporelle, tu trouves que là, sur les dernières années, ça a vraiment pris un coup d'aspect, ça travaille bien. Ok. On est plus sur les modèles, des années 70-80. Qui étaient plus intuitifs, du coup. Il y avait déjà une recherche scientifique sur la méthodologie d'entraînement, mais là, on rentre vraiment dans l'analytique et beaucoup plus fin, on rentre sur quelque chose qui devient très pertinent. Alors, par contre, ça demande aussi, une capacité de recul par rapport à ces données scientifiques, d'avoir suffisamment de base pour laisser déjà libre cours non pas à son imaginaire mais à sa compréhension de ce qui était fait. Et puis ces bases elles sont importantes parce qu'elles vont donner un sens à la compréhension et donc l'application potentielle sur le terrain. Quand tu m'as défini comme un homme de terrain, c'est ce qui m'anime. Mais à côté de ça, je suis aussi toujours intéressé par ce qui se passe. Donc cette curiosité qui me donne aussi cette notion de continuer à entraîner. C'est parce que je sais que l'entraînement, tout est possible. On peut aller très loin avec un corps. On peut se transformer, se transcender, on peut découvrir chaque jour des choses différentes. Et ça, en tant qu'entraîneur, il faut avoir l'humilité. L'humilité, ça c'est la clé. Déjà de se remettre en question par rapport à certaines approches ou certaines images culturelles en fonction du sport duquel on sort. Moi, j'ai de la chance, c'est un gym extrêmement raide. J'ai vécu des séances de souplesse aberrantes. Et puis sur une blessure, je me suis cassé le sternum et le manubrium. J'ai pris un temps pour moi pour faire de la souplesse. Et ce qui était marrant, c'est que pendant cette période d'abandon du travail de force, j'ai beaucoup orienté sur le travail de force. Naturellement, j'étais très fort sur les qualités, etc. On va dans la qualité dans laquelle on se sent compétent. Et puis, c'était plus ma façon de vivre l'activité. J'ai découvert, en fait, que j'étais en capacité de m'étirer. Parce que j'avais relâché mon focus sur une qualité physique qui était ma qualité physique première. Puis, j'avais découvert
j'avais une capacité d'étirement finalement pas du tout dégueulasse. Ouais. Et puis plus tard, accident de ski très important, grosse chute, impact rocher, j'ai vibré le corps. Donc à nouveau, cisaillement, ischio-jambier, grosse douleur dans le rachis, pas de fracture, pas de déchirure, rien, mécanique. Juste une prise de conscience que waouh, l'impact a été d'une violence extraordinaire. Je suis debout, je marche, tout va bien, et puis derrière, j'ai perdu 60% de ma capacité d'étirement. Donc il y a une réponse de mon corps à cet impact, à cet incident, pour me protéger. Okay. Et donc ça m'a intéressé de voir comment on pouvait, par rapport à ce type d'incident, comment on pouvait remédier en termes de recherche. Et puis après, c'était la période où, juste après, j'ai travaillé avec la synchro et j'ai encore vu un champ des possibles avec un problème sur la respiration, qui sont en apnée, dans des exercices de stress, notamment en active. C'est délirant. Donc il y a tout ça qui m'a fait réfléchir et qui m'amène vraiment à cette conclusion que la souplesse est une clé. Moi, ça m'a permis, grâce à des techniques vraiment poussées de prise de conscience, que j'étais plus capable de baisser mon tronc à plus de 15 degrés. Il y a un problème de flexion, mais vraiment incroyable au niveau du rachis. Il y avait un verrouillage articulaire dû au choc. C'est une protection. Le corps, il se met en réponse. Il y a toujours une réponse à quelque chose. Le stimulus était extrême. Donc la réponse était extrême. Et qui s'est clairement installé dans le corps. C'est ça qui est assez incroyable, parce qu'on peut se dire, bon, bah voilà, il y a eu l'impact. 10-15 jours, puis un mois, et puis après 1 an, 2 ans. C'est 2008. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça fait 18 ans. Voilà. 18 ans, bon, c'est des impacts quand même qui sont assez importants, et on se rend compte qu'ils laissent des traces. Et très souvent, ça, c'est des choses qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté, et ça, je le vois quand je fais des bilans des fois avec des clients, simplement pour leur demander, bilan d'entretien de début de prise en charge. Et les gens, ils omettent plein de choses, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact de choses qui peuvent paraître totalement anodines, mais qui derrière vont avoir un impact absolument énorme dans la capacité à progresser, que ce soit dans la force ou dans la souplesse, en fait, en réalité. Dans la confiance en soi aussi. Ouais. Très important, parce que ce type d'accident, c'est un traumatisme du corps. Alors après, il y a un traitement qui peut être fait au niveau mental. Moi, j'ai pas vécu ça comme quelque chose de fondamentalement extraordinaire, parce que je me suis contrôlé dans ma chute, entre guillemets. Mais et surtout, je m'en sors. Ouais, et puis déjà, il y a aussi le passif d'avoir fait des choses. Ouais, bien sûr, un petit peu extrême. Un peu extrême avant. Un petit peu. Mais donc, il y a dans tout ça, il y a un maître mot. On s'en sort indemne. Ouais. Mais comme on dit toujours, il reste quand même des traces. Et ces traces sont dures à effacer. Ça prend énormément de temps. Donc, il faut laisser le temps au temps. Encore une fois. Et c'est comme l'apprentissage de la souplesse. Il faut laisser ce temps au temps. Il faut reprendre confiance sur ses capacités d'étirement, parce qu'on est entré en mode protection pour le moindre incident. Et ça va jouer sur la posture, sur le déplacement, sur la mobilité, des choses comme ça qui sont du quotidien. Le marcher, ça me posait un problème qui les adducteurs qui prennent tôt. Ouais. Et c'est vrai que t'as beaucoup parlé aussi de ça, et je pense qu'on terminera là-dessus, sur la notion d'être renfermé ou d'être ouvert, cette notion de posture, sur l'impact psychologique que ça a sur les gens. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as remarqué sur les gens que tu as pris en charge? Ah ouais, clairement. Vraiment sur un changement alors pas sur un changement de personnalité, ça serait abusif de dire ça, mais en tout cas sur un changement d'état d'esprit, une manière de se comporter peut-être différente. Alors, juste pour l'anecdote, c'est un travail que j'ai fait par rapport à une notion de posture. Si tu as aussi une notion entre guillemets intuitive, qui est confirmée aujourd'hui sur la partie mécanique au niveau du thorax. Il faut bien penser que l'enroulé, donc on parle du déploiement pour le sensage de l'espace, aura un impact aussi sur l'externopléo, une mauvaise posture ou une imposture. C'est bien à l'extrême. Il y a dans ce moment sensible une vraie prise de conscience. Parce qu'il y a une déformation. Elle va s'opérer, elle va s'installer, et ça va être dans un moment donné plus possible de faire marcher.
Donc c'est là la prise de conscience. Le fait d'être attentif sur l'ouverture thoracique et son port de tête. Tout ça, c'est lié aussi à la mobilité articulaire et, bizarrement, on maintient du renforcement musculaire que l'on va mettre en œuvre pour mettre disponibilité et pouvoir maintenir ce truc. Et c'est pour ça que le travail conjugué, que ce soit la mobilité ou la souplesse avec le travail de force, il va falloir imaginer des exercices complémentaires, j'appelle ça les combos, de telle manière que l'approche de la souplesse, dans notamment le contact relâché, soit beaucoup plus ludique. Il y a un détournement de l'attention. Et bien sûr, alors qu'on est en train de faire des étirements, on a l'impression de faire du renforcement musculaire. Et alors, on fait les deux. Et c'est ça qui va enrichir l'individu, et je crois que c'est une des clés, c'est d'enlever l'aspect répétitif pour la répétition et d'être beaucoup plus attentif sur qu'est-ce que je veux faire avec cet exercice, vers quoi je tends. Il va falloir pouvoir le discuter. Donc ça, c'est plus important de ces formations. Et j'invite vraiment les coachs qui sont déjà en exercice à continuer à se former. C'est une formation, c'est pas quelque chose qui est à vie, parce qu'on est sur quelque chose qui bouge. La recherche, quelque chose qui est en mouvement. Il faut garder ce recul et cette humilité sur ce que c'est que le développement. On va continuer à être vigilant, toujours prêt à rebondir et puis pas se laisser influencer, parce que ça, je peux pas l'entendre, par des tendances ou des grands phénomènes de mode qui sont en fait des choses qui vont rester de l'ordre de l'anecdote. C'est comme la mode. Ça s'en va et ça revient, comme on dit. Ouais. C'est des effets de mode. Donc ouais, il faut vraiment pas se laisser engluer l'esprit par toutes ces choses-là. C'est l'évolution. Il faut faire attention parce qu'il y a une dispersion. Le problème, c'est que en fonction de l'affluence que peut avoir un individu sur la collectivité, c'est tout le problème des réseaux sociaux, c'est d'avoir un impact déterminant sur j'ai testé fantastique. Ouais, mais ça reste un individu qui a testé. C'est un petit peu l'aspect soyons vigilants. Le côté spectacle, l'exhibition. On n'est pas dans l'exhibition, on est dans le bien-être et le bien vieillir. C'est un petit peu le choix que l'on doit donner dans nos stratégies de coach. C'est aussi s'occuper, c'est quoi quand on prend quelque chose en main, et c'est pas quelque chose, c'est une personne. Et aujourd'hui, il faut que cette personne, elle résonne avec nous. C'est pour ça que pour ton intervention sur l'IA, ça sera juste un support. Ça sera jamais un coach. Ça remplacera jamais. Impossible. Et alors si, ça va remplacer les gens, les imposteurs, tous les gens qui sont là parce qu'ils brillent par leur performance et du coup du jour au lendemain ils ont dit nous on va coacher, mais sauf que performer et coacher, j'ai déjà eu l'occasion de le dire des centaines et des centaines de fois, ça n'a absolument rien à voir. Non. Mais en tout cas c'est un sujet, je pense, qui va être développé dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. En tout cas, si cette discussion vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes intéressé, parce qu'on est en train de réfléchir peut-être avec Fred à développer, on sait pas encore vraiment sous quel format, mais peut-être à développer la formation, peut-être développer des séminaires justement autour de la souplesse, autour de l'impact de la souplesse sur le mieux vieillir. Vous l'avez compris, l'impact que ça peut avoir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir des gens. Si vous avez été en tout cas emballé par cet échange et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le stipuler dans les commentaires, parce que ça permet aussi de prendre un petit peu la température et de vraiment savoir la masse de personnes que ça pourrait séduire. En tout cas, je pense que ça devrait, dans la logique des choses, séduire un grand nombre de personnes. Et en tout cas, si on arrive à trouver le bon format, en tout cas, on sera là dans les prochaines semaines, les prochains mois et dans les prochaines années. Comptez sur nous pour développer quelque chose. Et puis, Fred, en tout cas, franchement, merci. N'hésitez pas, comme d'habitude, la fameuse commenter, liker, partager. On a besoin de vous, c'est ce qui permet de donner de la force et puis surtout donner de la visibilité à des thématiques comme celles qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, qui ne sont pas forcément très abordées en temps normal. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis. Salut à tous.